Donc ce tableau-là, c'est juste pour vous donner une idée sur le déplacement sur la célérité des ondes acoustiques dans les milieux. Donc on prend par exemple l'air à 0 degré, à 1 degré et un autre gaz qui est l'hélium. Donc la vitesse de propagation d'une onde acoustique dans l'air, plus l'air est chaud, plus la température est plus élevée, plus la vitesse de propagation elle est plus importante. Donc la vitesse, elle augmente avec la température du milieu gazeux. Deuxièmement, dans un fluide qui a la forme gazeuse, donc ça dépend des molécules du milieu. Donc la fréquence, elle varie en fonction des molécules du milieu. Donc dans l'hélium, le son se propage plus vite que dans l'air. On prend maintenant le liquide, l'eau et le mercure. Donc la propagation dans l'eau est plus importante que dans le mercure. C'est par rapport à la densité du milieu aussi. Elle dépend aussi de la densité du milieu, de la propagation du sang. Dans les milieux solides, le diamant est l'élément le plus solide qu'on trouve dans la nature. La vitesse de propagation, elle est la plus importante. Comparée à la même vitesse par rapport à l'air, au verre, qui est plus ou moins solide, ou par rapport à l'or. Déjà plus le milieu il est solide, il est dense, plus la vitesse de propagation augmente. La vitesse de propagation dans les solides, elle est plus importante que celle des fluides, des liquides, et plus importante que celle des gaz. C'est la première remarque. La température, elle influe aussi sur la vitesse de propagation. Tout ça, toutes ces observations ont aidé les scientifiques à développer un appareil tel que l'échographe. Puisque je sais qu'une onde sonore, quand elle traverse le corps par exemple, elle va rencontrer les os, les tissus moelleux ou moins moelleux, de l'air, les gaz dans le côlon par exemple. Donc la vitesse de propagation, elle est différente. La réflexion ne se fait pas de la même manière, mais ça, on n'en a pas encore vu. Juste la vitesse. Et comment exploiter la vitesse dans un échographe? Eh bien, je vais vous dire que la vitesse de propagation, on l'utilise pour détecter la présence de l'eau dans le cerveau, la cavité cervicale. Donc, on connaît la distance. S'il y a une quantité d'eau, par exemple, la vitesse de propagation dans l'eau, elle est différente que celle dans les eaux, différente de celle du tissu moelleux, le cerveau. Donc l'onde sonore émise, elle traverse une distance donnée dans les eaux avec une vitesse donnée, puis elle va rencontrer le tissu moelleux. Pour les gens qui ont des problèmes, il y a un liquide, un autre liquide dans le cerveau, la propagation se fait avec une vitesse différente aussi. On peut aussi calculer la vitesse du sang dans un organe. Et c'est important, comme on a vu dans la première unité, la cardiovasculaire. La vitesse du sang, elle est importante. Plus elle augmente, plus elle peut générer des perturbations dans les canaux, de circulation dans les canaux. Ce qui va provoquer des problèmes cardiaques. Donc les ondes sonores, puisqu'elles se déplacent d'une manière différente d'un milieu à l'autre, on peut les exploiter en médecine pour faire des diagnostics. La vitesse du sang, pour faire une image, ça on va le voir en détail par la suite, et pour faire un schéma d'un organe donné. Donc là, le résumé, c'est que plus le milieu est déformable, plus la vitesse diminue. On en a déjà observé ça.
On prend un exercice d'application. Là, c'est une application directe. La question dit calculer la pulsation. Pulsation, c'est la vitesse angulaire oméga. La pulsation oméga pour une onde de fréquence 100 Hz, 1000 Hz, 10 000 Hz ou 10 000 secondes moins 1. Ainsi que la longueur d'onde dans l'air et dans l'eau. طول الموجة في الماء وفي الهواء. On donne la célérité dans l'air. La célérité, c'est la vitesse de propagation de cette onde acoustique dans l'air. On la donne de 340 mètres par seconde. Et dans l'eau, 1480 mètres par seconde. Donc on fait un tableau. 100 Hz, 1000 Hz et 10 000 Hz. On va travailler avec la première série. La pulsation, c'est quoi? Par définition, c'est 2 pi F, 2 pi F ou 2 pi sur T. La puce, on m'a donné la fréquence, donc je vais appliquer 2 pi F. 2 pi, c'est 6,28, c'est ça. 3,14 multiplié par 2. C'est 6,28 multiplié par 100. Ça va donner 628,31 par seconde. C'est la pulsation. On m'a demandé aussi la longueur d'onde dans l'air. La longueur d'onde, lambda est égale à quoi? La célérité divisée par F. La célérité divisée par F. La célérité, elle est là. 340 mètres par seconde divisé par F, 100 Hz par ça. Donc ça va donner 340 cm. Parce que la célérité, c'est 340 mètres par seconde. Donc là, c'est le même calcul. Le domaine audible, on en a déjà parlé. Donc c'est juste, parce qu'on a déjà anticipé au début du cours. Donc le domaine audible, il est limité par une bande de fréquence. Donc le domaine audible, il est inclus dans cette plage-là, entre 20 Hz et 20 kHz. Ces valeurs-là, il faut les recalculer. Je suis qui l'a calculé pour j'ai corrigé, il y a un cours il a fait une erreur. Donc je vais recalculer, donc pour la prochaine fois, corriger. Si c'est les valeurs exactes, il n'y a aucun problème, sinon on les corrige. Ok? Donc peu importe. Et puisque plus la fréquence augmente, la longueur d'onde diminue. Donc la plage, eh bien le domaine audible qui est compris aussi, donc l'audible il est compris entre une gamme de longueur d'onde. Les sons purs. La vibration des particules est caractérisée par l'équation de type. S'il vous plaît, donc, une équation vibratoire, la vibration, elle est exprimée par cette formule-là, une formule de cette forme-là. AT égale A max multiplié par sinus oméga t. Pourquoi on écrit comme ça? Parce que déjà, l'onde sonore, c'est une onde sinusoïdale. Sa forme, elle ressemble à celle d'une onde sinusoïdale. Et l'onde sinusoïdale, elle est toujours exprimée par la forme A de t. Donc l'amplitude à n'importe quel moment t, elle est égale à l'amplitude maximale multipliée par sinus oméga t. Même si on revient au cercle de Fresnel, on peut voir ça aussi. Je reviens au cercle de Fresnel. Donc là, l'amplitude, elle est nulle, 0. Là, je monte l'amplitude. Elle augmente jusqu'à atteindre la valeur A max.
Donc, l'image de chaque point ici, bien du déplacement du point dans cet angle sinusoïdal, on peut le représenter sur le cercle d'Archimédès. Donc le point au début il est là, après un temps donné, on va atteindre cette position-là. Donc sinus oméga, l'amplitude, sinus oméga t, c'est là. Sinus cosinus. Donc sinus oméga t, on va commencer par 0. Donc A max multiplié par 0, sinus oméga t, c'est 0. Après 90 degrés, donc pi sur 4. Donc sinus pi sur 4, c'est quoi? C'est 1. Sinus pi sur 4, donc c'est 1 multiplié par l'amplitude max, ça va me donner 1 multiplié par A max. Sinus c'est 2pi, c'est quoi? C'est 0. Pardon, pi, sinus de pi. Sinus pi, c'est 0. 0, là, je suis là. Donc l'amplitude elle peut être égale à 0. Donc sinus pi égale à 0 multiplié par A max, l'amplitude max. A max, ça va me donner 0. Donc on va traiter une onde acoustique comme une onde sinusoïdale. Donc elle aura comme équation A t égale A max multiplié par sinus oméga t. Donc oméga est la pulsation. Donc c'est ce qu'on doit retenir au début. Donc deux sons purs peuvent entraîner les mêmes déplacements longitudinaux. Donc je pourrais les mêmes déplacements sur les particules d'un même milieu commun. Mais ces mouvements peuvent être entraînés dans le temps entre A de t égale A max sinus oméga t et A2 égale A max sinus oméga t plus phi. Ça veut dire quoi? On peut avoir deux signaux qui ont la même fréquence, la même amplitude, mais ils sont décalés l'un par rapport à l'autre. Le premier, par exemple, je n'ai pas mis de schéma ici, malheureusement. Là, j'ai ce signal-là, c'est le signal A1. A1 dans ce cas, l'équation qui le gère, c'est A1 de t égale A max multiplié par sinus oméga t. Tout court. Un autre signal, il peut démarrer à partir d'ici. Il a la même fréquence, mais il est décalé par rapport à l'autre. Il est glissé d'un nombre donné. Dans le cercle de Ferret, au lieu qu'il commence par ici, il est là par exemple. Il commence par ici. Donc, et les deux vecteurs se déplacent avec la même fréquence. Donc la même pulsation, comme ça. Donc toujours l'un est décalé par rapport à l'autre. Et le décalage entre les deux, c'est un angle. Un angle phi donné. Dans le cas de ces deux points par exemple, un signal est glissé par rapport à l'autre. Ok? Donc l'angle qui sépare les deux points, qui se déplacent de la même manière, toujours, il y a un angle entre les deux, ils sont synchronisés, cet angle-là on l'appelle phi, un angle donné phi. Donc on peut avoir deux signaux comme ça. Et donc, le deuxième signal, il aura comme équation l'équation A2. Il ressemble, c'est le même signal pratiquement. Donc il doit avoir la même pulsation, la même amplitude maximale
mais il y a un déphasage entre les deux. Donc, on peut l'écrire comme ça. A2 égale A max sinus quoi? Sinus, alors, sinus oméga t, sauf qu'il y a une distance, il y a un angle qui sépare les deux. Donc, plus cette distance qui sépare les deux vecteurs. Donc, je vais sur le cercle de Fresnel. Donc, oméga t plus t. Ou, on peut l'écrire comme ça. A2, t égale A max sinus oméga t moins kx. Moins kx. C'est quoi k et c'est quoi x? Normalement, à la fin du cours, j'ai un exemple quand on fait la solution, donc on va comprendre tout ça. Donc kx c'est quoi? C'est la pulsation multipliée par la célérité. Il est égal à Vp sur k. Il est appelé le nombre d'ondes. Son unité est le mètre moins 1. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails ici. Juste, il faut retenir ça. Dans l'exemple d'application, on va très bien comprendre c'est quoi K, pourquoi on utilise K et quand est-ce qu'on utilise K ou oméga. Vous allez voir qu'il n'y a pas de différence entre les deux, et les deux, ça aide à résoudre les problèmes de ce genre. Donc K égale oméga sur C égale aussi 2pi sur K. Vitesse vibratoire ou vitesse instantanée. Donc la vitesse locale d'une particule mise en mouvement de vibration. La vitesse longitudinale ou bien transversale. Longitudinale ou transversale. La vitesse de déplacement d'une particule par rapport à sa position d'équilibre, pas en angle. Non. Elle est égale à V de t, c'est la dérivée de dA sur dt. Parce que A de t égale A max sinus oméga t, c'est l'amplitude. L'amplitude du signal. Et puisque l'amplitude, elle varie avec une vitesse constante, donc la dérivée de dA sur dt, on connaît ça très bien, elle va me donner une vitesse, la vitesse de déplacement de la particule. Donc elle est égale à quoi? À la A max toujours. La dérivée de sinus oméga t plus phi, ça va me donner quoi? Dérivée de sinus, une minute, je vais vous montrer là, la dérivée de A de t. A max c'est constant, c'est une constante. Donc on doit écrire A max, la dérivée du sinus oméga t plus constante, plus pi. Oméga t plus constante. C'est la dérivée de sinus de ce que se trouve à l'intérieur de l'équation de la fonction sinus. Donc c'est la dérivée de tout ça, oméga t plus phi. La dérivée de ça, ça va me donner quoi? Oméga. Oméga, tout court. C'est 0, oméga t, donc la dérivée c'est oméga. Donc ça va me donner la dérivée de A de t, ça va me donner A max multiplié par oméga multiplié par sinus, la dérivée du sinus. Cosinus, donc ça va donner cosinus oméga t plus phi. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Où ça? dA égale A max oméga cosinus oméga t plus phi.
Pour l'accélération, elle est égale à combien? C'est quoi par définition l'accélération? C'est la dérivée de la vitesse, ou bien la dérivée seconde du déplacement. Donc la dérivée seconde de A de t, ou bien la dérivée première de b de t. Est-ce qu'on peut faire la dérivée ensemble? Est-ce qu'on peut dériver ensemble? On va dériver ça. Donc, θ, qui est l'accélération, elle est égale à la dérivée de b de t, donc la dérivée de ce terme-là, et ça va me donner un max multiplié par oméga, c'est une constante, multiplié par oméga avec la fin. Donc c'est ça. Donc oméga au carré. Un max multiplié par oméga au carré, multiplié par moins sinus. Moins sinus, la vérité, moins sinus. Moins sinus oméga de plus 1. ديروا مقارنة مع A de T. A de T chez vous. A max sinus oméga de plus 1. On a l'accélération θ égale A max. Moins oméga au carré multiplié par A max sinus oméga de plus 1. Donc c'est comme si l'accélération elle est égale à moins oméga au carré multiplié par A de T. Tout court. Il y a moins oméga au carré multiplié par A de T. Il y a l'accélération. C'est clair, hein? Donc c'est juste la dérivée. Les sons complexes. C'est juste pour information. Les sons complexes sont produits par des particules animées de mouvements périodiques, mais qui ne sont pas sinusoïdaux. Donc, j'ai une expérience inverse. On prend un signal sinusoïdal. Premier signal sinusoïdal de fréquence donnée, F1. Un deuxième de fréquence F2. Un troisième de fréquence F3. Donc 0, c'est toujours pareil. Puisque vous n'êtes pas mathématicien, donc on dit l'addition, mais on peut suivre, c'est juste pour comprendre le concept. Donc, à chaque moment, si la composition de ce signaux va me donner un signal différent. Donc, là, je suis ici. Donc, la somme, la valeur de ce point, la somme de la composition des trois signaux va me donner quoi? 0. Plus 0. Plus 0. Donc là, c'est 0. Je m'éloigne un petit peu. Là, c'est moins 1. Là, je suis ici. Je ne suis pas moins 1. Légèrement décalé. Inférieur à moins 1. Donc, moins une autre valeur. Moins A max, moins une autre valeur. Et là, je suis là. Moins une autre valeur. Donc, je vais descendre. Jusqu'à atteindre une valeur donnée. Il y a des moments. Par exemple, ici, là, je suis en train de monter. Pardon, là, je suis en train de monter. Mais malheureusement, je descends dans notre signal. Donc, la combinaison va me donner un signal un peu complexe qui résulte de l'addition de l'amplitude de chaque point provoqué par les trois perturbations différentes. Donc, ça va me donner un signal qui ressemble à ça. Mais je suis sûr que le nouveau signal, lui aussi, il est périodique, parce qu'il y a une répétition. Il y aura sûrement une répétition du signal. J'aurai un signal qui ressemble à ça. Vous voyez, cette portion-là du signal se répète périodiquement. Donc c'est un signal périodique. Et celui-là va nous ramener
Bien, le premier cas fait ce constat, c'est Fourier. Fourier nous dit que n'importe quel signal périodique, même s'il n'est pas sinusoïdal, on peut le décomposer en plusieurs signaux sinusoïdaux. Vous voyez l'intérêt du théorème Théo? Donc, une fois le signal de forme aléatoire mais périodique, on le décompose sous forme de plusieurs signaux sinusoïdaux. Ça veut dire que je vais l'étudier d'une manière très simple, parce que je sais étudier un signal sinusoïdal. Je connais la fonction, la forme de l'équation, je sais comment me comporter avec ce signal-là. Donc plus je décompose les signaux complexes, plus je peux les étudier indépendamment. Donc un signal comme ça, connecté comme ça, je peux le décomposer et l'étudier séparément. Donc chaque signal m'apporte une information différente. Et pour cela, on fait appel à la transformée de Fourier. La pression acoustique. La pression acoustique, c'est une définition nouvelle pour nous. Donc, le long de l'axe de la propagation du son, les particules subissent un déplacement vibratoire sinusoïdal autour de leur position de repos. Donc, moi, quand je parle, les molécules subissent un déplacement, donc une compression. Leur densité sur cet axe varie, faisant apparaître des régions plus denses et d'autres moins denses qu'à l'état de repos, bien sûr. Des variations de la pression autour de la pression atmosphérique, dont des surpressions et des dépressions par rapport à la pression de base. Cette variation est appelée la pression acoustique. Elle est importante parce qu'elle a un effet. Donc, cette pression-là, elle va faire bouger le tympan de notre oreille, elle va faire casser des molécules. On peut l'utiliser, enfin, mais il n'y a pas que. C'est notre concept. Donc, pour détruire les cailloux dans les reins. Donc, la pression à un point donné, la pression localisée à un point donné, on l'exprime par ρ, donc la masse volumique du milieu, multiplié par V, la vitesse acoustique, multiplié par la célérité. La vitesse acoustique, c'est la dérivée première de A. Donc, si un temps donné T, on peut la déterminer. Donc, l'équation, on ne va pas la démontrer, on va la retenir comme ça. Donc, vous êtes médecin, donc trop je fais les détails, vous allez l'utiliser telle qu'elle est. Il y a aussi l'impédance acoustique, un autre nouveau concept. C'est une grandeur très importante pour la caractérisation du milieu. Donc, pour retirer l'image, l'impédance acoustique, c'est un paramètre très important pour avoir une image échographique. Plus on avance, comment réussir une image. Ou là, plutôt. Pourquoi il y a des images échographiques qui ne réussissent pas. وين بلاصه نقدروا نخرجوا une image échographique وين ما لازمناش نديروا ما تصلحناش. Une grandeur très importante pour la caractérisation du milieu, il y a l'impédance Z égale T. Il y a la pression multipliée par la vitesse de déplacement de la molécule. Il y a, on a toujours, il y a la dérivée première de l'amplitude A de T, fait un temps donné T. Donc on peut la déterminer. Sauf que la pression, elle dépend du temps. La pression, elle dépend du temps. Mais quand on parle de l'impédance, par définition, il y a la pression divisée par V. Donc on va se débarrasser du terme qui est le temps.
Donc on va se débarrasser. Vous voulez une valeur constante, l'I égale à ρ fois C, la célérité. La célérité, c'est une caractéristique du milieu. ρ, c'est une caractéristique aussi du milieu, la masse volumique. Et donc, l'impédance acoustique d'un milieu, ça va être une constante. Donc, c'est une caractéristique du milieu. On donne quelques valeurs de l'impédance dans quelques milieux. Donc, pour l'air, par exemple, c'est 0,04 fois 10 puissance 3 grammes, centimètre moins 2, seconde moins 1. Pour l'eau, qui est un milieu plus dense, donc elle augmente, elle devient 1,48 multiplié par 10 puissance 3 grammes, centimètre moins 2, grammes moins 1. Le foie, qui est un tissu moelleux, donc c'est 1,65. Vous vous rappelez, oui, comme le corps c'est presque, ça reçoit la modélisation, donc en général, on le reproche à un volume d'eau. Donc déjà, puisqu'il ressemble, il n'est pas loin de l'eau, donc surtout le tissu molle. Donc le foie, l'impédance acoustique, elle est égale à 1,65 multiplié par 10 puissance 3 grammes, centimètre moins 2, seconde moins 1. Les os, c'est sec, c'est poreux, donc c'est une autre structure. Ça doit être très loin de l'impédance acoustique de l'eau. On va les images, les images radiologiques, oui, c'est très bien de l'utiliser. Images échographiques, c'est pas fait pour l'échographie, c'est pas pour les os. On va voir par la suite, vous allez découvrir pourquoi ça ne réussit pas sur les os. C'est plutôt la radio classique, la radio par X. Donc l'impédance acoustique, elle est égale à 7,5 fois 10 puissance 3 grammes par centimètre carré par seconde. Donc ça c'est juste pour vous donner une idée. Donc juste, j'ouvre une brèche. Donc une numéro, la sonde échographique qu'on la dépose sur le ventre par exemple. Donc c'est essentiellement pour détecter des organes moelleux. La sonde, vous n'avez pas remarqué, il y a quelque chose qu'on met sur le ventre d'abord, avant de la coller. C'est le gel. Ce gel-là, il a après les caractéristiques de l'eau. Parce que si on la met directement au contact avec la peau, donc il y a sûrement une petite partie qui sera séparée par l'air, bien sûr. Et l'air, il a une densité très très faible, une impédance acoustique très très faible. Donc ça va me déformer la lecture. Donc la sonde, on essaie de la mettre en contact direct avec la peau. Donc c'est vrai, il y a de l'air dans le tube digestif, donc on peut les détecter, ça c'est un autre problème, donc on n'en parle pas. Mais pour réussir l'image, déjà il faut éliminer la couche d'air qui se trouve à l'extérieur, qui sépare la sonde de la peau qui ressemble à l'eau. Il n'y a pas que ce problème qui nous empêche d'avoir une bonne image échographique. Il y a un autre problème, on va le voir plus on avance dans le cours. ممكن نشوف s'il vous plaît شوف الوقت برك زيدوا تمدوا لي 5 minutes s'il vous plaît juste نافونسي برك هنايا ماذا بيا لا سيونس بروشين نكمل معاكم حاب ندير لكم حاب ما نكملش في لا شابيتر 2 حبسوا في لو شابيتر هذا وحبيت ندير لكم التهديد في نص لو كور. Je vais voir la faisabilité
باش ندير لكم 2 séances de c'est une application directe donc les exercices تفهموا خير le cours donc ماذا بيا pour باش نديروا هذا واش حاب ندير لازم نكملوا لو كور لا سيمين هذا لو بروميير شابيتر نكملوه لا سيونس تاع ميركودي ان شاء الله donc la puissance acoustique هضرنا على l'impédance acoustique maintenant on va parler de la puissance acoustique. La puissance acoustique d'un son pur est toujours apportée à l'unité de surface. Donc P c'est la puissance et petit p, donc grand P c'est la puissance, petit p c'est la pression. La puissance, ou bien la part de la pression, c'est la puissance égale la dérivée du travail par unité de temps, le tout divisé par la surface. Et il est égal à F sur S, F fois dx, F multiplié par dx, c'est-à-dire le travail, l'unité du travail, c'est la force multipliée par le déplacement. Donc, comme un rappel de ce qu'on a vu, l'unité l'oula. Le travail d'une force, c'est la force, la valeur de la force, multipliée par le déplacement provoqué par cette force. Donc, le travail, c'est la force multipliée par le déplacement. Et puisque là, je parle de la dérivée du travail, donc j'ai la dérivée du déplacement. J'aurai la dérivée du déplacement. Donc la dérivée du travail égale F fois dx, le tout divisé par la surface multipliée par dt. Et F, la force c'est quoi? Pression multipliée par surface. La première unité. Donc on remplace la force. Donc, on écrit la pression multipliée par la surface, le tout multiplié par dx, divisé par S fois D. Donc, S va partir avec S. Déjà, on s'est débarrassé du terme de la surface. Donc, c'est bien. Et il nous reste P multiplié par dx sur dt, c'est quoi? C'est la vitesse. Donc, par la vitesse. Donc, la pression multipliée par la vitesse. Il y a la pression chez là. On fois V fois C. Très bien. Donc, maintenant, touche l'unité de l'unité. Donc, ρ fois V fois C. Fois V aussi. Donc, tu voulais dire V au carré multiplié par ρ fois C. Et donc, V, on peut l'exprimer comme ça. C'est P, la puissance acoustique divisée par ρ fois C. Donc, la puissance acoustique, quand on veut parler de la puissance acoustique, on va l'écrire comme ça. C'est, pardon. On dit c'est V au carré, divisé par, parce que le nom c'est ça sur, tu peux le nu, le chiffre V. Donc ça peut vous induire en erreur. Donc je vais corriger ça, Inch'Allah, dans le manuscrit. Donc P, la puissance acoustique, il y avait au carré, divisé par ρ fois C, l'intensité acoustique. Là, la dernière partie, la prochaine fois, on va corriger le manuscrit exact, un petit passage, et on essaie de terminer le cours, Inch'Allah, la prochaine fois. Les 2 séances, les pravli, au lieu de d'avancer parce que nous avons le c'est le corona, donc je vais essayer de faire 2 séances de TD. Donc, 2 séances de TD, ça veut dire le maximum, c'est les exercices, les applications directes. Je vais chauffer déjà les applications, les ondes acoustiques, le domaine médical. Et en même temps, vous ne serez pas surpris le contrôle. Ok? Donc, je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah.